Cher Ludivine, cher Romain, si vous me permettez de vous appeler ainsi, je voudrais vous remercier de me donner l'occasion d'être avec vous et, je l'espère modestement, de vous aider dans votre magnifique initiative, votre courage, votre intelligence pour essayer de promouvoir les capacités de comprendre les maladies, spécifiquement évidemment pour vous le syndrome de Marfan, sont juste remarquables et je pense peuvent être un exemple pour nous tous. Alors, ce que je vais faire dans le moment qui vient, c'est de discuter avec vous génome et médecine, les conquêtes, les frontières, les limites. On ne peut pas tout faire avec la génomique, mais enfin, des progrès sont survenus. Je vais surtout évoquer ce qui s'est passé au cours des 70 dernières années, donc depuis la Seconde Guerre mondiale, schématiquement, en termes, je l'espère, pas trop complexes et compréhensibles. Au passage, la photographie que vous voyez sur cette diapositive, c'est l'Institut dans lequel je travaille à Paris, qui existe depuis 5 ans, l'Institut des maladies génétiques, l'Imagine, qui est un superbe endroit, à la fois esthétiquement, je dois dire. Ce bâtiment a été construit par l'architecte Jean Nouvel, je pense que vous connaissez le nom, et au sein duquel travaillent 500 chercheurs et médecins, chercheurs scientifiques non médecins et médecins, sur la problématique générale des maladies génétiques. Beaucoup de maladies génétiques, malheureusement il en existe des milliers, comme j'aurai l'occasion de vous le dire. Et donc nous essayons, comme Madame de Pape l'a fort généreusement dit, de mieux comprendre, diagnostiquer et traiter, prévenir parfois aussi ces maladies. Donc c'est un endroit assez intéressant que Ludivine et Romain ont visité, qui mène des recherches, mais il y en a bien sûr beaucoup d'autres en Belgique et dans le monde concernant les maladies génétiques. Alors, je vais commencer très loin, paléolithique, vous pouvez le dire. L'histoire de la médecine est évidemment consubstantielle de l'histoire de l'homme, et on trouve des traces d'intervention chirurgicale, par exemple de trépanation, au paléolithique, donc il y a plusieurs milliers d'années, dizaines même de milliers d'années. Mais évidemment, pendant très longtemps, la médecine est restée une pratique. Certains disent un art, je ne suis pas sûr que ce mot soit tout à fait juste, mais en tous les cas, assez loin de la science. Et ce n'est qu'au milieu du 19e siècle, schématiquement, avec Claude Bernard en France et d'autres, qu'il y a eu une ouverture vers la science de la pratique médicale à travers l'expérimentation, même si ce mot peut faire un peu peur, mais il est indispensable au laboratoire. Et au cours du XXe siècle, et plus particulièrement de la seconde moitié du XXe siècle, on peut dire que l'approche scientifique de la médecine s'est vraiment développée. Et en fait, grâce à l'utilisation la plus intelligente possible de toutes les autres sciences. On peut penser, si vous faites le tour de ce que vous pouvez lire, les mathématiques et l'informatique, ça rejoint une des questions qui a été évoquée déjà tout à l'heure, autour des bases de données et l'utilisation la plus intelligente possible des masses de données que l'on est aujourd'hui capable d'accumuler, comme vous le savez, j'y reviendrai. À gauche, la physique, si vous pensez au progrès fantastique de l'imagerie, que ce soit l'imagerie corps entier telle qu'on l'utilise en médecine, mais aussi l'imagerie à une échelle infinitésimale de l'étude du détail des cellules, c'est absolument remarquable ce qu'on peut faire aujourd'hui. L'aide de la chimie, pensez aux médicaments, et l'aide bien sûr de la biologie. Et la biologie nous amène bien naturellement à la génétique dont je vais vous parler, avec sa cousine qui est déduite des analyses génétiques dites formelles, de la biologie moléculaire, d'autres approches de biologie cellulaire, selon une approche très fructueuse depuis les années 50, 1950, dite réductionniste, c'est-à-dire qu'on a essayé de simplifier les problèmes de médecine pour arriver parfois, pas toujours malheureusement, à envisager une solution. Le XXIe siècle inclut une nouvelle dimension dans la pratique de la recherche conduisant à des progrès de la médecine, qui est une approche qu'on peut qualifier de systémique. On essaie cette fois-ci non plus d'être réductionniste, mais l'inverse, dans la mesure du possible, d'intégrer l'ensemble des données de la complexité du vivant, la complexité d'un corps, la complexité d'une maladie, et je dirais encore plus important, la complexité d'un malade. Et ces approches, évidemment, reposent sur des travaux pluridisciplinaires qui intègrent beaucoup des domaines que je viens d'évoquer. Alors, plus spécifiquement, la génétique, je vais me permettre de vous permettre quelques rappels et aussi d'introduire le sens de quelques termes que je vais être amené à employer tout le long de cet exposé. Comme vous savez, le support de la génétique, des caractères héréditaires, donc malheureusement aussi des maladies génétiques, c'est les séquences d'ADN, d'acide désoxyribonucléique, qui sont situées au sein des chromosomes. Vous voyez qu'ils sont au sein du noyau de la cellule, et vous voyez qu'ils sont, si on débobine le chromosome, une pelote extrêmement finement serrée, on arrive jusqu'à ce qui est en bas ici, voilà, qui est l'ADN qui est sous une double hélice, dont la structure a été, comme vous le savez certainement, reconnue, et c'est une étape clé de la biologie moderne, par Watson et Crick. C'est un papier
fameux qui date de 1953, 65 ans aujourd'hui. Donc ils ont compris la structure en double hélice de l'ADN et c'était un élément absolument déterminant de la poursuite des études de génétique. Au passage, je me permets d'ajouter au nom de Watson et Crick, qui sont mondialement connus, ils ont le prix Nobel, ce sont des stars qui dépassent largement le domaine de la science, le nom d'une personne qui est malheureusement injustement méconnue, qui est en bas à gauche, qui est Rosalind Franklin, qui est une femme décédée malheureusement prématurément d'un cancer, mais qui a également contribué d'une façon absolument déterminante aux travaux de Watson et Crick. Il y a même quelques petites histoires forcément sympathiques sur les contributions qui peut-être lui ont été volées. Mais bon, au minimum, il faut considérer que cette femme a été une scientifique absolument remarquable et a contribué grandement au début des progrès de la génétique. Donc, l'élément clé à comprendre, c'est que l'ADN au sein de nos chromosomes est la molécule support de l'hérédité et qui détermine beaucoup de nos caractéristiques. Pas toutes, puisqu'ensuite intervient le comportement. Un petit peu plus d'informations. Donc l'ADN, ici représenté sous forme d'un petit bâton rouge, mais imaginez donc que c'est une double hélice, comporte plusieurs régions. Et au sein de l'ADN, il y a ce qu'on appelle les gènes, c'est ce qui est représenté par ces séquences rouges intermittentes, qui sont les parties des acides nucléiques qui contiennent l'information génétique et qui vont permettre ensuite, par des étapes du haut en bas au sein de cette cellule imagée, à travers la copie de l'ADN, ce qu'on appelle en ARN, l'acide ribonucléique messager, c'est le messager de l'information génétique, qui va migrer avec quelques étapes intermédiaires de très grasses dans le cytoplasme de la cellule où intervient l'étape en bas de traduction. Et au sens propre, c'est une traduction parce que du code génétique de l'ARN messager va être déduit une protéine. Une protéine, imaginez, c'est un collier de perles constitué d'acides aminés qui sont un peu différents les uns des autres et qui constituent les éléments principaux de notre organisme. Donc l'ADN, à chaque fois qu'une cellule se divise, est recopiée. Il y a vraiment une copie au sens propre qui est faite de toute la séquence qui est très très longue. L'unité de base, ce sont les lettres ATCG, qui sont des molécules chimiques, des bases puriques ou pyrimidiques. Nous avons 3 milliards de ces paires de bases dans notre génome. Et l'information, comme vous pouvez le lire, est autoréplicative, ça veut dire qu'elle a la capacité, lors de la division, de se reproduire complètement. Ceci est une notion très importante que je réintroduirai lorsque nous allons parler tout à l'heure de maladies génétiques, c'est que prenez l'image d'un élève à l'école auquel on demande de copier un texte, plus ou moins long, et même moi-même, si je copie ce texte, je vais faire des erreurs. Je vais faire une faute d'orthographe, je vais oublier une lettre, je vais oublier un mot, je vais recopier 2 fois le même paragraphe, etc. etc. C'est exactement ce que la nature fait. Il y a des systèmes de correction, mais ils ne sont pas parfaits, et de temps en temps, donc, les erreurs qui sont produites sont à la base des maladies génétiques qui sont, d'une certaine façon, des fautes d'orthographe de notre génome. Donc le code génétique, sans être trop complexe, je l'espère, repose sur un code de 3 lettres de ces fameuses bases ATCG qui s'apparient selon certaines règles. Et 3 lettres permettent de coder un acide aminé. Ça fait 60 combinaisons, en fait il y a 20 acides aminés, donc on a plusieurs combinaisons possibles pour un acide aminé différent. Et avec ça, on peut déterminer des structures extraordinairement diverses de protéines, telles qu'elles sont présentes dans notre corps ou dans le corps de toutes les espèces vivantes. Il faut savoir que dans notre génome, donc l'ensemble de l'ADN et des chromosomes, il y a 22 000 gènes, 22 000 unités qui permettent de produire ces protéines. En fait, ils produisent plus que 22 000 protéines, mais c'est assez important. Et parmi ces 22 000 gènes, on en connaît aujourd'hui à peu près 8 000, donc un peu plus d'un tiers, dont des erreurs, des fautes d'orthographe, entre guillemets, sont associées à des maladies génétiques, comme la maladie de Marfan ou les myopathies, la mucoviscidose ou d'autres maladies. Donc ça vous donne un ordre de grandeur de ce que l'on sait aujourd'hui. Si je vais un tout petit peu plus loin dans la complexité du système, donc je l'ai dit déjà 3 milliards de nucléotides, c'est la même chose que de paires de bases. Et il y a environ une différence entre, si on compare le génome de monsieur et le mien, tous les 1000 paires de bases, il y a une différence. Le reste est identique. Donc on est assez proches les uns des autres, mais pas strictement identiques. 22 000 gènes, ça représente 2% du génome, le reste, 98% du génome, est composé de séquences qui sont en gros non codantes, c'est-à-dire qu'elles ne permettent pas de fabriquer des protéines, mais elles sont impliquées dans la régulation du système, extraordinairement compliqué. Les acides ribonucléiques, il y en a 100 000, pour donner un ordre de grandeur dans nos cellules, et les protéines, on a 1 million, parce qu'en fait les gènes peuvent donner des protéines de façon assez différente. Si on veut aller un tout petit peu plus loin pour comprendre la complexité de la biologie et pourquoi les progrès de la médecine, s'ils existent,
ne sont pas aussi rapides que nous le souhaiterions, c'est que le système a une complexité extrême. Nous avons dans notre corps au moins 200 types différents de cellules, peut-être même un peu plus. Pensez aux neurones dans le cerveau, bien sûr, aux cellules musculaires du cœur, aux globules blancs dans le sang, etc. Ça représente un total de 10 000 milliards de cellules qui composent notre corps. Et dans une cellule, à un moment donné, parmi les 22 000 gènes, il y en a plusieurs milliers, parfois même plus que ce qui est écrit ici, 3 à 5 000 qui fonctionnent. Vous imaginez la combinatoire et la complexité totale de cette affaire. Il ne faut pas oublier que nous ne vivons pas tout seuls. Nous vivons avec des microbes qui ont aussi un génome et qui ont des responsabilités dans la survenue de maladies, qui peuvent modifier les maladies génétiques. Et par exemple, dans notre intestin, nous avons une quantité faramineuse de bactéries avec lesquelles nous vivons en bonne intelligence. Il y en a 100 000 milliards. Vous voyez la quantité colossale de bactéries. Alors, la génétique a débuté de façon, ce qu'on appelle la génétique formelle, c'est-à-dire sans rien connaître à ce dont je viens de vous parler, la structure de l'ADN, le code génétique, etc. Mendel, qui était un moine tchèque, au début, première moitié du 19e siècle, a compris qu'il y avait la transmission des caractères héréditaires. Son travail ne concernait pas des animaux, a fortiori parmi tous les hommes, mais des petits pois. Vous voyez, je ne vais pas entrer dans le détail de l'image, d'une de ces images, mais il a compris que le caractère lisse ou ridé des petits pois, vous pouvez voir les petits pois parentaux, si on les croisait, ce caractère de transmission suivait des règles très précises qu'il a définies. En fait, les règles de l'hérédité mendélienne sont des règles qui sont justes et qui se sont avérées s'appliquer de façon universelle dans le monde du vivant et entre autres à la transmission des maladies héréditaires. Donc tout commence avec Mendel. Ce qui est assez intéressant au passage, c'est que les travaux de Mendel ont été ignorés pendant très longtemps, comme toute la seconde moitié du 19e siècle, et redécouverts par des généticiens au début du 20e siècle. C'est extrêmement récent que nous ayons la compréhension de ces mécanismes de transmission de ces maladies, même si on trouve des textes anciens dans la Bible qui parlent de transmission, enfin on comprend qu'il y a un risque de transmission de maladies. Ça a été montré par exemple pour l'hémophilie, les maladies de la coagulation du sang. Les mutations, on en a déjà beaucoup parlé, donc j'ai évoqué le fait qu'il pouvait s'agir d'erreurs de faute d'orthographe. Vous avez ici une séquence arbitraire, vous voyez ATG, AAC, etc., avec chaque triplet, chaque ensemble de 3 lettres schématiques qui code pour un acide aminé. Donc, dans l'exemple qui est sur cette diapositive, on a une séquence d'une protéine composée d'une méthionine, asparagine, arginine, etc., une certaine séquence. Donc, disons que c'est la séquence attendue. Il peut y avoir donc une pathologie créée par le fait, par exemple, vous voyez là où il y avait TCA, c'est le triplet qui est orangé, brun, je ne sais plus très bien, mais en dessous, TCA est transformé en TCC. A est devenu C, faute d'orthographe. Et cette faute d'orthographe peut avoir des conséquences dramatiques, puisque dans la protéine normale, c'est une sérine, un certain type d'acide aminé qui va être présent, et si je suis la mutation indiquée, pardon, je suis en train de vous dire une bêtise, c'est une mutation silencieuse, je vais à la... N'écoutez plus ce que j'ai dit. Allez à la ligne en dessous, je vais simplifier. La troisième ligne, donc vous voyez que le A, le T, excusez-moi, la première lettre du même triplet est devenue un C. Donc là où la séquence de les sérines, il y a maintenant une protéine. Ce n'est plus le même acide aminé, la protéine va être différente, peut prendre une forme complètement différente, et ceci peut être suffisant pour provoquer une maladie génétique grave lorsque ceci survient dans un gamète, spermatozoïde ou ovocyte, et présent chez l'enfant ensuite de façon variable en fonction du type de transmission. La deuxième ligne, en fait, certaines mutations sont silencieuses quand elles touchent la troisième lettre en général. C'est ce que je commençais à vous dire avec une petite erreur. Et parfois, la faute d'orthographe peut être encore plus grave. Vous voyez l'exemple de la diapositive, où le TCA, qu'on a vu tout à l'heure, est devenu TAA, et le code de TAA est un message qui dit à la machinerie de fabrication de la protéine, on s'arrête. C'est ce qu'on appelle un codon stop. Donc le produit, il est trompé. Et donc là où il y avait une protéine entière, il n'y aura qu'un morceau de protéine, il n'y aura pas de protéine du tout. Évidemment, les conséquences sont encore plus sévères. Pardon. C'est moi. Voilà. Ces mutations, on me dirait, mais ça n'arrive pas, c'est exceptionnel. Non. Il y a toutes sortes de travaux qui montrent qu'elles sont beaucoup plus fréquentes qu'on ne le croit. Je vous montre ici un résultat scientifique tel qu'il a été publié, où pour 5 trios du père, de la mère et du bébé, on a séquencé tout leur génome et on les a comparés pour savoir si chez le bébé étaient présentes des mutations, autrement dit une séquence de l'ADN qui n'existait pas chez les parents. Et si vous regardez le chiffre qui est entouré à droite,
il y a en moyenne 70, 69,6, peu importe, fautes d'orthographe, entre guillemets, qui diffèrent le bébé de l'hérédité qu'il a reçue des parents. Donc ça indique que ces mutations surviennent tout le temps, même si elles sont pour certaines corrigées. Si beaucoup d'entre elles sont neutres, quand elles touchent notamment la troisième lettre du codon dont je vous parlais tout à l'heure, mais 10%, on estime qu'environ 10% d'entre elles sont potentiellement délétères, donc être responsables d'une maladie génétique, parfois dans certains cas bénéfiques, mais c'est malheureusement assez rare. Donc dans ce contexte, les mutations existent, et donc des maladies existent. Comment on sait tout ça? Parce qu'aujourd'hui, et Madame Depape en a déjà dit un mot tout à l'heure, il y a des capacités technologiques qui se sont extraordinairement développées au cours de ces dernières années, qui permettent de séquencer assez vite et à un coût compétitif, relativement compétitif, le génome, soit un fragment du génome, et avoir des informations très précises chez des patients ou des individus bien portants dans le cas de projets de recherche. Vous avez ici, c'est la gamme des machines que nous utilisons dans notre institut. Je ne vais évidemment pas entrer dans les détails de ces machines et de leurs performances, mais ça va croissant. Et la toute dernière en haut à droite, Novasec 6000, peu importe, est capable, dans un intervalle de temps très court, de séquencer 10 puissance 12 paires de bases, ça veut dire 1000 génomes. Dans un intervalle de quelques jours. Ça, c'est assez facile à faire aujourd'hui. Et à un prix qui est inférieur à 1000 € pour un génome. Donc ça ne coûte pas très cher, et jusque-là, c'est très facile. Malheureusement, ce qui est compliqué, et aussi il y a été fait allusion, c'est que derrière, il faut traiter cette masse gigantesque de données et recourir à toutes sortes de systèmes de logiciels et d'analyse algorithmique. Donc ce machin est juste incompréhensible. C'est juste pour vous dire, c'est à nouveau, j'ai pris une diapo qui illustre ce qui se fait dans notre institut. Il y a toutes sortes de logiciels que les chercheurs utilisent, qui sont générés par des bioinformaticiens, qui sont des personnages absolument clés aujourd'hui de la recherche en génétique et de la médecine génétique aussi, qui permettent d'analyser intelligemment toutes ces données. Il y a des noms de logiciels qui figurent en haut de la diapositive. Juste à titre d'illustration du fait que le séquençage du génome ou de variation du génome est absolument fondamental, mais l'interprétation, rendre intelligentes ces informations, passe par un traitement bioinformatique qui est assez complexe et qui prend beaucoup de temps et donc évidemment nécessite beaucoup d'argent. À quoi ça sert d'étudier tout ce génome humain? Toutes sortes de choses que je vais essayer d'illustrer brièvement. La première, c'est la recherche fondamentale, c'est de comprendre comment fonctionne le système, comment il est régulé. Et en fait, cette recherche fondamentale, elle est aussi importante en médecine, parce que mieux on comprend la physiologie, comment le système fonctionne normalement, mieux on peut comprendre les variations pathologiques. Je vais vous montrer un exemple de cela dans un instant. On peut aussi faire des travaux de nature complètement différente, c'est de reconstituer l'histoire de l'humanité à travers le séquençage de génomes anciens, de personnes décédées il y a 2000 ans, voire de restes de squelettes, comme vous avez probablement pu le lire, d'hommes archaïques, néandertals, etc., etc. On peut identifier, si on revient à la médecine, des maladies liées à des mutations somatiques, donc celles qui ne se transmettent pas, qui ne sont pas héréditaires, c'est typiquement ce qui se passe dans le cancer, et aujourd'hui ça aide à préciser les thérapeutiques des cancers. On peut évaluer les composants génétiques de maladies qui ne sont pas héréditaires directement, comme la maladie de Marfan ou les déficits immunitaires. Ce sont des maladies où il y a des facteurs de risque génétiques, mais dans un contexte environnemental, qui pose d'ailleurs des questions assez complexes en termes d'utilisation des données. Donc, par exemple, pour les maladies neurodégénératives, Alzheimer, Parkinson, par exemple, les risques de cancer, cette fois-ci sur un plan héréditaire, de maladies cardiovasculaires, auto-immunes, etc. Et puis, évidemment, je vais développer un peu plus ce point, parce qu'il est central dans la discussion ce soir, identifier et comprendre les maladies héréditaires, les 8000 maladies que l'on connaît aujourd'hui, Marfan et bien d'autres. Alors, quelques illustrations de ce que je viens d'évoquer, juste pour vous dire que vous comprenez immédiatement que les analyses du génome sont considérablement développées, sans parler qu'on n'étudie que l'homme, et évidemment, ceci est très très important dans un grand nombre de recherches en biologie humaine et non humaine. Juste pour illustrer la complexité de la régulation, évidemment je ne vais pas vous détailler cette diapositive, mais elle vous montre un fragment d'ADN. Et donc il y a plein de séquences dans cet ADN qui ne sont pas codantes, en jargon, les enhancers, silencers, etc., sur lesquels se fixent des protéines et qui vont dire de façon schématique à la cellule, il faut ou il ne faut pas produire la copie ARN de l'ADN d'un gène, et donc il ne faut pas fabriquer la protéine. C'est un système de commande qui est on-off, oui, non, mais en plus si c'est oui, plus ou moins intense,
pour produire telle ou telle protéine. C'est le produit final en bas, en vert, qui est de toute cette machinerie, qui est extraordinairement complexe, qui est soumise à des régulations externes par toutes sortes de substances avec lesquelles les cellules sont en contact, substances naturelles, des hormones par exemple, mais aussi éventuellement des médicaments, mais aussi éventuellement des substances qui sont des polluants, qui interviennent sur la régulation des gènes, ce qu'on appelle de façon... cette science-là s'appelle l'épigénétique, la régulation, en gros, de l'étude de l'expression des gènes. Évidemment, je suis très succinct et assez schématique sur ces sujets, pardon pour ceux qui connaissent cela bien. Reconstituer l'histoire de l'humanité grâce à l'étude et séquençage des génomes. On a à peu près reconstitué l'histoire de l'homme moderne, qui est sorti d'Afrique environ à partir d'il y a 200 000 ans, et qui a migré, comme vous pouvez le voir, d'une part vers le sud de l'Afrique. Donc ça se passe du point central vers le nord du Kenya. L'homme a remonté progressivement par plusieurs vagues, et c'est plus compliqué que cela. Le Moyen-Orient, le Proche-Orient, coloniser l'Europe, l'Asie, l'Amérique, etc., etc. On connaît assez bien l'histoire à grands traits de l'humanité, en partie, pas uniquement, grâce à l'étude des séquences d'hommes anciens. C'est ainsi aussi qu'on a montré que dans cette évolution ici, vous avez 6 millions d'années d'évolution. Donc nous sommes tout en bas, les Européens, les Africains, et il y a le singe. Le chimpanzé a divergé de l'homme dans l'évolution il y a 7 millions d'années. Mais ce qui a été montré récemment et qui est très intéressant, c'est que Néandertal, qui est un homme archaïque, entre guillemets, qui est différent sur toute une série de caractéristiques de nous, Homo sapiens. Néanmoins, il y a environ 50 000 ans, il y a eu des croisements entre des hommes Néandertal et des hommes sapiens sapiens. Et dans notre génome, nous avons un petit peu de gènes qui proviennent de Néandertal, au moins pour ce qui est des Européens. Et il y a aussi, donc on continue d'étudier l'histoire de l'humanité à travers ces analyses qui sont assez fascinantes. Le génome évolue. Alors c'est une caricature du pauvre Darwin. C'est pas gentil avec lui parce qu'il a évidemment été absolument extraordinairement génial. Il a compris ce qu'était l'évolution, les facteurs de sélection de l'évolution, alors même qu'à l'époque, ça se passe en 1860 environ, il n'avait aucune idée des supports moléculaires, du fait que l'ADN, qu'il ne connaissait bien sûr pas, était le support de l'hérédité. Néanmoins, il a compris ce processus mutation, que je l'ai brièvement évoqué, et sélection par tel ou tel événement qui fait qu'une personne va, si elle a une fragilité, ne pourra pas survivre dans tel ou tel contexte, par exemple une infection, ou au contraire, pourra résister. Et donc une sélection, c'est vrai pour les espèces, mais c'est aussi vrai pour l'histoire de l'homme dans la période récente. Un exemple de cela est le fait qu'il y a environ 10 000 ans, c'est le moment où l'agriculture et l'élevage se sont développés. D'abord en Afrique, puis au Moyen-Orient, puis en Europe, pour commencer. Et évidemment, qui dit élevage, dit production de lait. Le lait, c'était évidemment un élément nutritif majeur. Eh bien, des mutations sont apparues, qui ont été sélectionnées dans l'espèce humaine, qui permet à tout le monde, y compris aux adultes, de pouvoir digérer le lait. Parce que tous les bébés savent digérer le lait, mais une partie de la population, 50% de la population européenne, à l'âge adulte, ne digère pas bien le lait, ne digère pas le lactose, parce qu'il lui manque une enzyme qui s'appelle la lactase. Mais une mutation est apparue dans un élément qui régule l'expression du gène de la lactase, qui fait donc que beaucoup de personnes, depuis que c'est apparu il y a 10 000 ans, et c'était sélectionné par le fait que les gens commençaient à boire du lait pour se nourrir, pas uniquement les petits bébés, et ces sélections, ces mutations se sont répandues parce qu'elles ont apporté un avantage considérable aux personnes qui pouvaient digérer le lait, bien sûr, dans un contexte où la nutrition était beaucoup plus limitée qu'elle ne l'est aujourd'hui. C'est un exemple parmi d'autres d'analyse génétique qui permet aussi de comprendre l'histoire de l'homme. Alors, étudier les maladies liées à des mutations somatiques, un mot rapide. Alors, je prends l'exemple d'un cancer. Je vais passer ça pour ne pas être trop long. Nous avons plein de mutations somatiques dans nos globules blancs quand on est une personne âgée. Je suis désolé pour ceux d'entre nous, malheureusement je suis dedans. Nous avons quelques pourcents de nos globules blancs qui ont des mutations, en général sans conséquence, mais c'est la porte d'entrée possible de cancer, par exemple de leucémie. Et les analyses précises sont très intéressantes parce qu'elles peuvent aboutir à des thérapeutiques. Par exemple, il y a une forme de leucémie qui s'appelle leucémie hyménoïde chronique. C'est une leucémie donc, de certains types de globules blancs, les monocytes et les polynucléaires. En fait, il y a une anomalie chromosomique qui fait que deux morceaux de chromosomes, numéro 9 et numéro 22, se mettent ensemble. Et ça crée un gène artificiel qui est composé d'un morceau d'un gène, c'est celui-là, un morceau d'un autre, celui-là, peu importe le détail. On a un nouveau gène. Et ce gène, jusque-là, ce serait anecdotique, sauf ce gène,
il fonctionne, il produit une protéine totalement anormale et qui provoque, comme c'est écrit en bas à droite, une prolifération anarchique des cellules, d'où la leucémie. C'est un cas assez simple de cancer, une anomalie génétique donc somatique qui n'est pas transmise à la descendance, provoque directement un cancer. Et cette compréhension de ce phénomène a été essentielle parce qu'elle a permis de mettre au point, et c'est un espoir pour toutes les anomalies génétiques, qu'elles soient acquises ou héréditaires, de mettre au point un médicament qui bloque, qui contre l'action de cette protéine. Et grâce à ce médicament, il s'appelle imatinib, il y en a eu d'autres depuis, cela permet d'obtenir une rémission de la leucémie, et des patients vivent maintenant depuis un grand nombre d'années grâce à ce médicament qui bloque l'effet de la mutation génétique. Alors une autre affaire, plus complexe, c'est ce qui nous concerne tous et qui pose des questions éthiques, sur lesquelles je reviendrai à la fin si j'ai le temps. C'est quels sont nos facteurs de risque de développer toutes les maladies communes que nous connaissons, encore une fois, les maladies cardiovasculaires, les maladies neurodégénératives, certains cancers. Est-ce que ça vaut la peine de savoir quels sont nos facteurs de risque, sachant qu'ici c'est une génétique complexe, ce n'est pas la génétique des maladies monogéniques dont je vais parler ensuite, comme l'enfant ou d'autres. Est-ce que ça vaut la peine de faire cela? C'est pas facile de répondre. Il y a probablement quelques cas où c'est utile, comme par exemple les risques de cancer du sein chez les femmes qui portent des mutations d'un gène qui s'appelle BRCA1, et là il s'agit de mutations donc, qui sont transmises, on va retrouver de génération en génération, mais c'est aussi une façon pour certains, pour aller un peu vite, mais c'est clairement le cas aux États-Unis, de certains industriels de gagner de l'argent de façon à la limite de l'éthique, parce qu'on donne des informations mais qui ne sont finalement pas utiles sur le plan médical. Donc les affaires sont un peu complexes, dans tous les cas, lorsqu'il y a information, elle impose, à mon sens en tous les cas, qu'elle soit donnée et expliquée par des spécialistes des questions de génétique. Mais néanmoins, par exemple, une étude récente, toute récente, qui est publiée en 2018, ils ont sélectionné un certain nombre de maladies fréquentes, maladies coronariennes, malheureusement c'est fréquent, les troubles du rythme cardiaque c'est fréquent, le diabète de type 2, etc. Ils ont sélectionné des maladies pour lesquelles ils ont défini un certain nombre de variations, de mutations, si vous voulez, de gènes, qui donnaient un facteur de risque multiplié au moins par 3 par rapport à la population générale. Et si on regarde dans la population, il y a 8% de la population qui a ces facteurs de risque, donc j'ai un risque multiplié par 3 d'avoir un infarctus du myocarde par rapport à la population générale, 8% de la population, c'est assez considérable. 6% pour les troubles du rythme, etc., etc. Donc la question qui se pose aujourd'hui, les auteurs de ce papier, les scientifiques qui ont écrit ce papier ont dit ça vaut le coup, il faut dépister parce qu'on peut, si on a un risque de fibrillation auriculaire, aller chez le cardiologue régulièrement et vérifier si le rythme cardiaque est régulier ou pas, sachant que la fibrillation auriculaire peut donner ensuite des accidents vasculaires cérébraux. Ça se discute, mais c'est un sujet d'actualité, délicat, et qui est fondé sur les connaissances de la génétique. Un autre sujet complètement différent, cette façon, transitoirement, je quitte l'homme, je vais au génome microbien. Les maladies infectieuses sont moins un problème aujourd'hui, pour nous, en tous les cas, dans le monde occidental, qu'elles l'ont été dans le passé. Je vous rappelle qu'elles ont tué beaucoup de monde dans le passé, y compris chez nous, et elles continuent de tuer beaucoup de monde. La tuberculose est la première cause de mortalité infectieuse aujourd'hui. Et puis, certaines sont un peu terrifiantes, et je vais vous prendre un exemple d'un travail de génétique qui a été fait dans les dernières années, qui a permis de suivre l'épidémie du fameux virus Ebola. Vous savez qu'il a tué un certain nombre de gens dans l'Afrique de l'Ouest, un virus extrêmement pathogène. Et en séquençant le virus, on a pu suivre le développement de la maladie. Je vais vous montrer ça, si mon petit film marche, j'espère. Vous avez ici à gauche une carte de l'Afrique de l'Ouest, avec le Guinée, le Libéria, excusez-moi, Sierra Leone, qui était centrale dans l'épidémie. Et vous allez avoir l'évolution du nombre de cas dans les différentes régions de cette partie d'Afrique entre 2013 et ensuite, je crois, 2014 ou 2015. Alors, est-ce que ça démarre? Ça démarre. Donc vous allez voir les changer de couleur, le principe, vous voyez, pour la partie centrale ici. Et ça se propage et on peut suivre, vous allez voir se dérouler à droite. En fait, il y a une espèce de pédigré des virus qui mutent, qui se modifient. C'est comme ça qu'on peut les suivre. Et donc, on a pu reconstituer complètement l'histoire de l'épidémie, y compris la fréquence des cas, etc. Et sa diffusion dans la région, par proximité ou par voyage de personnes qui sont allées dans telle ou telle partie du génome. Donc la génétique, ça permet de faire ça aussi, c'est-à-dire de suivre, d'analyser, de comprendre, et si possible d'agir sur des maladies infectieuses, en l'occurrence une maladie infectieuse très sévère, puisque beaucoup de monde est décédé. Donc il y a un pic, et puis ensuite ça va redescendre
l'épidémie va progressivement s'estomper. Mais c'est un autre sujet dont je ne vais pas vous parler maintenant. Voilà, je voulais illustrer cela. Alors, pour en arriver aux maladies héréditaires, c'est 8000 maladies rares, plus ou moins rares, certaines ne sont pas si rares que cela, comme par exemple les maladies de l'hémoglobine, la thalassémie ou la drépanocytose, qui posent souci parce qu'elles touchent environ, malgré leur rareté, mais compte tenu de leur nombre, au moins 2 à 3% de la population. Donc finalement, cela concerne beaucoup de monde, et évidemment avec des éléments de sévérité que l'on sait. C'est lié à des... Donc on retombe sur la transmission des caractères génétiques mendéliennes. Je rappelle ce que j'ai dit sur les petits pois. Et pareil, la transmission la plus fréquente des maladies génétiques, c'est de type orthosomique récessif. Ça veut dire que les deux parents sont porteurs, comme vous savez, les chromosomes vont par paire, donc sur un des deux gènes, il est muté. C'est ce qui est en rouge sur le petit diagramme. En bleu, c'est le gène non muté. Et donc le risque de transmission dans ce cas, c'est un exemple, c'est 1 sur 4 si l'enfant reçoit de deux parents par malchance l'allèle, le gène muté. Okay, donc c'est 1 sur 4. Il faut avoir les deux gènes mutés pour être malade. Dans ce type de transmission, c'est ce qu'on observe dans la mucoviscidose, dans la drépanocytose et plein d'autres maladies génétiques. Il y a d'autres types de transmission. Je ne vais pas vous en parler. Ce concept est simple et vrai. Je fais allusion au fait que parfois les choses sont plus complexes que je vais vous montrer ici. Donc 8000 maladies, à peu près 3500 gènes responsables à ces maladies identifiées. Et ceci grâce à des progrès de la technologie. Cartographie par exemple de notre génome à partir de 1984, séquençage de l'ensemble des exons est devenu une technique, on appelle ça l'exome dans notre jargon, où on peut séquencer tous les gènes, mais uniquement les gènes, qui se fait maintenant de façon de plus en plus fréquente pour le diagnostic des maladies génétiques. C'est seulement depuis 2010, c'est tout récent, ça fait seulement 8 ans, 8-9 ans. Séquençage du génome entier, il y a été fait allusion, qui est possible depuis 2011 et à un coût qui devient maintenant compétitif. Donc, ceci permet des progrès évidemment considérables de la connaissance des gènes. Néanmoins, les choses sont un petit peu plus complexes que ce que j'ai dit jusqu'à présent. Madame de Pape y a fait allusion tout à l'heure, c'est qu'il y a des variations entre individus, même portant les mêmes mutations, pour une série de raisons. Parfois, il y a une très bonne corrélation entre le type de mutation et l'expression de la maladie, ce qu'on appelle le phénotype, mais souvent, ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que deux individus, y compris dans la même famille, mettons un frère et une sœur, porteurs de la même anomalie génétique, mettons, je ne sais pas, d'un gène responsable d'un déficit immunitaire, donc un défaut de réponse contre les infections, un va être très malade et l'autre va être très peu malade, pourtant ils ont la même maladie génétique. Et il est possible que d'autres gènes interviennent, les gènes dits modificateurs, mais peut-être interviennent aussi des mutations acquises. C'est assez complexe et c'est aussi l'objet de recherche et bien sûr l'environnement joue un rôle très important, ça dépend des maladies génétiques, dans l'expression, la sévérité de celles-ci. Mais évidemment, ça complexifie le travail lorsque, au niveau médical, il faut pouvoir dire à une famille, voilà, votre enfant a telle maladie avec telle mutation, ensuite il faut essayer de préciser au mieux quelles vont en être les conséquences. Et ce n'est pas toujours tout à fait simple. Alors en pratique, à quoi sert ce diagnostic génétique? Pourquoi on le fait? Et on cherche à ce qu'il soit fait le plus possible, pour toute une série de raisons qui ont déjà en partie été évoquées. La première, c'est toute simple, qui peut paraître un tout petit peu même simpliste, c'est nommer la maladie. Dire voilà, votre enfant a, je ne sais pas, telle maladie musculaire parce qu'il a une mutation de tel gène. Alors évidemment, en soi, ça ne permet pas, au-delà d'un diagnostic, d'apporter immédiatement, d'améliorer les souffrances de l'enfant. Mais néanmoins, l'expérience montre que cette simple information est très importante pour les familles. J'imagine que vous pourriez en témoigner. Au moins, il y a un guide, on a un cadre dans lequel on va pouvoir réfléchir et ensuite avancer. Préciser le diagnostic, c'est très important. Préciser le pronostic, donc qu'est-ce qui va se passer ensuite. J'ai déjà évoqué le fait que ce n'était pas si simple, mais évidemment, c'est majeur en termes de décision thérapeutique. Essayer de comprendre le mécanisme de la maladie, c'est plus du domaine de la recherche, et ça peut prendre des années, voire des dizaines d'années dans quelques cas, c'est extrêmement lent et complexe, mais c'est fondamental, parce que dans l'immense majorité des cas, c'est de la compréhension des mécanismes des maladies qu'on pourra envisager, ou dans certains cas déjà aujourd'hui, on peut envisager une thérapie. Il faut comprendre avant de traiter. On n'est plus dans une situation, d'ailleurs qui était rarement efficace, de médecine empirique. On a découvert que l'aspirine allégeait la douleur ou faisait tomber la température sans savoir comment ça marche. Les choses ne sont plus ainsi, ça ne peut pas être autrement. Et à partir de toutes ces informations, on peut envisager, dans quelques cas, encore beaucoup trop rares aujourd'hui, mais il y a quelques exemples, et je vais en évoquer quelques-uns, de choisir une thérapeutique qui peut être
très large ou très ciblée, strictement liée au mécanisme de la maladie. Connaître les éléments génétiques d'une maladie dans une famille, c'est aussi proposer un conseil génétique pour éviter autant que faire se peut que la maladie frappe un autre enfant, bien évidemment. Et peut-être à terme, c'est en grippal, parce qu'aujourd'hui on ne sait pas le faire, mais un jour peut-être cela, enfin on sait le faire, mais à un coût qui est excessif, envisager carrément un dépistage génétique, par exemple à la naissance des maladies, permettant, lorsque c'est possible d'intervenir le plus tôt possible. C'est un autre sujet. Alors, on peut juste vous dire, dans mon domaine, les progrès ont été considérables. En 30 ans, on a décrit, par notre équipe, l'ensemble des chercheurs dans le monde, plus de 350 maladies génétiques qui affectent les défenses du système immunitaire. Et les progrès continuent. Et c'est un bébé sur 2000 naît avec ce type de maladie. Et là aussi, cela repose sur les connaissances, on en a parlé tout à l'heure, d'avoir des données très précises, des registres, et de croiser toutes les informations possibles des différents patients, y compris à l'échelle mondiale, compte tenu de la rareté des maladies. Les traitements, je vais jusqu'à la fin de mon exposé, et quand il faut que je m'arrête, vous me le dites, parce que sinon ça peut durer encore un petit moment. Très bien. Mon train, c'est que demain matin, donc j'ai tout le temps. Le traitement des maladies héréditaires, évidemment, c'est essentiel. Je l'ai déjà dit, il n'y a encore que très peu de traitements curatifs. Il y a des traitements qui soulagent de façon très diversifiée, heureusement, mais qui rarement agissent sur la cause de la maladie. Il y en a quelques-uns, on va en voir très peu. Quelques-uns qui sont importants pour certaines maladies très graves, où on remplace un organe lésé, greffer le rein à un enfant qui a une maladie génétique qui provoque une destruction des reins en quelques années, par exemple, ou quelques cas des greffes de cœur ou de moelle osseuse. Donc pour les pathologies dont je m'occupe, les déficits immunitaires, on peut faire des greffes de moelle osseuse. On remplace donc globalement le système, ce qui est une approche qui peut être fructueuse, mais enfin qui reste évidemment assez lourde, comme vous pouvez l'envisager. Et puis il y a toute une série de recherches qui se font dans des tas de domaines, que j'ai essayé d'énumérer sans vouloir être trop lourd ici, donc qui sont fondés, encore une fois ceci est majeur, fondés sur la connaissance du mécanisme de la maladie. Donc des années de recherche, avec des cellules, avec des modèles animaux, avec tout ce qu'on peut. Malheureusement, ça peut prendre énormément de temps. Ça peut être des recettes simples, régime diététique. La phénylcétonurie, c'est une maladie métabolique qui est connue depuis très longtemps. On sait qu'il est maintenant dépisté à la naissance, heureusement, parce que si on laisse les enfants manger qui ont cette maladie, on leur laisse manger une nourriture normale, ils vont détruire leur cerveau schématiquement en quelques mois. C'est dramatique. Mais par contre, s'ils ont un régime alimentaire dépourvu d'un acide aminé, la phénylalanine, ils vont vivre normalement. Donc c'est déterminant. Et ces enfants, heureusement, depuis quelques dizaines d'années aujourd'hui, après dépistage néonatal, ont un régime qui est un peu astreignant, mais qui leur permet de vivre normalement. Les substitutions de protéines déficientes, toute une série de maladies génétiques sont caractérisées par un défaut d'une protéine qui est excrétée dans le sang. Par exemple, on va prendre juste cet exemple-là, les hémophilies, hémophilie A, hémophilie B, qui sont bien connues, une maladie liée à l'X, c'est la famille rappelez-vous, le Tsarevitch, qui est le fils de Nicolas II, qui saignait tout le temps, qui était gravement malade. On a appelé Raspoutine pour le traiter, mais malheureusement, Raspoutine n'était pas encore un grand généticien. Et bon, je le dis en souriant, mais derrière ça, il y a beaucoup de choses, malheureusement, parfois douloureuses. Donc l'hémophilie, c'est une maladie où il manque un facteur de la coagulation. Donc on peut traiter les malades en leur injectant le facteur de la coagulation. Et on fait ça pour un certain nombre de maladies. Dans d'autres situations, on comprend où est l'anomalie, on peut contourner l'anomalie, la paille passée, pour faire du franglais. Par exemple, des anomalies très rares du foie sur les acides biliaires, on peut, par des trucs, par certains médicaments, arriver à corriger le défaut de fabrication des acides. On peut encore, pour certaines maladies qui sont génétiques, qui sont caractérisées par une protéine qui fonctionne trop. En règle, la plupart des maladies, il y a des défauts de fonction, mais de temps en temps, c'est un excès. Le gène fonctionne trop. Il y a par exemple des maladies inflammatoires de ce type. Peut-être certains d'entre vous connaissez la maladie périodique, la fièvre méditerranéenne, où les gens ont des poussées de fièvre, des douleurs, parce qu'une protéine fonctionne trop. On sait aujourd'hui comment cette protéine fonctionne trop, on a des médicaments pour remettre les choses au bon niveau. Donc ça, c'est assez efficace. On a des traitements aussi qui stabilisent une molécule. Une molécule est présente, mais elle est instable. Elle disparaît trop vite. Donc en ajoutant des médicaments qui stabilisent la protéine déficiente, on peut faire qu'elle soit exprimée de façon plus stable et fonctionne. Et par exemple, il y a de grands progrès qui ont été faits récemment pour le traitement d'une des maladies génétiques les plus fréquentes en Occident, qui est la mucoviscidose, une maladie qui touche surtout les poumons.
Et puis il y a la thérapie génique. Donc l'idée là est d'apporter une copie normale du gène qui est muté chez les malades, donc de remplacer schématiquement, c'est pas tout à fait exact, remplacer le gène muté par un gène qui fonctionne sans faute d'orthographe, qui va permettre la production de la protéine et de restaurer la fonction. Donc je vais vous en dire un mot. L'idée, elle est apparue il y a un peu moins de 50 ans, c'est un article scientifique qui date de 1972, dans la prestigieuse revue Science, où les chercheurs américains ont évoqué l'idée Gene Therapy for Human Genetic Disease. L'état des connaissances de l'époque permettait de commencer à songer, je dis bien, à une thérapie génique, donc introduire des gènes dans des cellules. La question c'est comment on fait, comment cela peut fonctionner. Alors en pratique, on peut faire plusieurs choses. Apporter une copie normale d'un gène, ce que j'ai déjà dit, et c'est pour l'essentiel ce qui a été fait jusqu'à présent. Mais on peut aussi inhiber l'expression d'un gène qui fonctionne trop, comme je le disais tout à l'heure. On peut corriger, essayer, même c'est encore plus subtil, on n'est pas encore tout à fait, carrément faire la chirurgie de gènes, c'est-à-dire il y a un endroit, il y a une mutation, on enlève la mutation et on remplace par une séquence standard. On sait le faire au laboratoire, on ne sait pas le faire pour l'instant, en tous les cas de façon répétitive, reproductible, excusez-moi, pour traiter une maladie. On peut aussi, dans certains cas, ça c'est pour les cancers, ajouter un nouveau gène artificiel, mais qui aide par exemple à traiter des cancers. C'est ce qui se fait, vous avez peut-être entendu parler de cela, par les CAR T-cells, ce sont des lymphocytes modifiés qui permettent de lutter avec une certaine efficacité contre certaines formes de cancer. Donc on peut faire pas mal de choses, mais c'est assez compliqué pour le faire. L'idée est simple, l'application elle est moins. Vous avez une cellule à droite, peu importe la nature de la cellule, on veut introduire un gène, c'est un morceau d'acide nucléique, c'est l'hélice en bleu. Il faut une séquence dite promoteur qui régule l'expression du gène, et tout ça, il faut le mettre dans une boîte, dans le rectangle. Le vecteur, ce qui est en général un virus, va permettre de faire entrer dans la cellule, comme vous le voyez à droite, le matériel génétique. Alors spontanément, les acides nucléiques ne pénètrent pas dans les cellules, ils sont même repoussés à la vie. Donc on utilise des virus comme cheval de Troie, parce que les virus, naturellement, lorsqu'ils provoquent une infection, ils le font parce qu'ils savent pénétrer dans les virus, y compris pour certains d'entre eux, et ça c'est très intéressant, puisqu'au noyau des cellules, c'est exactement ce qu'on veut dans une thérapie génique. Donc on a détourné l'action qui peut être évidemment néfaste dans certains cas de maladies infectieuses virales, détourner les capacités des virus au profit d'une thérapeutique en faisant pénétrer le matériel génétique, évidemment en ayant modifié les virus pour qu'ils ne soient pas cause de maladie. C'est évident. Surtout que un des virus qu'on utilise le plus aujourd'hui, ce sont des vecteurs dérivés du virus du sida, HIV. Évidemment considérablement modifiés, mais ce qu'on appelle les vecteurs lentiviraux, pardon du jargon, sont des vecteurs extraordinairement efficaces pour permettre à un gène thérapeutique d'entrer dans un chromosome et de se fixer dedans et de corriger, dans certains cas, une maladie génétique. Je vais vous en montrer quelques exemples maintenant. Comment faire? Donc, il y a deux stratégies. Vous avez au milieu la cellule qu'on cherche à corriger, au milieu son noyau. Là, c'est une simple hélice, on va simplifier l'ADN. Vous avez en haut à gauche le virus, et le virus contient en bleu le matériel génétique, peu importe les détails. Donc on infecte les cellules, ici in vivo, c'est-à-dire qu'on va injecter le virus au malade, par voie sanguine, dans le cerveau si on veut traiter une maladie du cerveau, au fond de la rétine pour traiter une maladie de l'œil, par exemple, cela a déjà été fait. Donc ce matériel génétique pénètre, parce qu'il y a des récepteurs pour le virus, et vous voyez en haut le petit bâton bleu, le matériel génétique, va entrer jusque dans la cellule, il va persister, ce qu'on appelle en l'état épisomal, sans être associé à un chromosome, mais il va permettre de façon stable, si la cellule ne se divise pas, de produire la protéine thérapeutique. Cet effet va en hémophilie, de cette façon, où les cellules du foie produisent le facteur de coagulation qui manque, moins en partie. Et la seconde stratégie, ce sont aujourd'hui les deux stratégies utilisées, consiste à traiter les cellules ex vivo, on prélève les cellules du malade, ça peut être les cellules de la moelle osseuse pour les maladies du sang, dans quelques cas des cellules de la peau, et on les infecte avec un virus, donc cette fois-ci ce qu'on appelle un rétrovirus, comme le virus HIV, qui va entraîner ce que vous voyez là, c'est l'intégration de cassettes thérapeutiques, du matériel génétique, dans un chromosome. Donc ça fait maintenant partie d'un chromosome de la cellule, et à chaque fois que la cellule se divise, ce matériel se divise aussi, ce qui fait que toutes les cellules filles de la cellule traitée vont également être traitées. Donc c'est très important en stratégie de traitement de maladies où les cellules se divisent beaucoup. Typiquement les cellules dans la moelle osseuse qui donnent naissance aux cellules du sang, qui se divisent énormément pour fabriquer des globules rouges, des globules blancs, etc. Donc schématiquement, ce sont les deux stratégies qui sont aujourd'hui utilisées. À ce jour,
Il y a 12 maladies génétiques, vous avez la liste ici avec la date de publication des travaux scientifiques, pour lesquels une thérapie génique a été un succès. Ça a commencé dans mon domaine, les déficits immunitaires combinés sévères, les SCID, ce sont des enfants de petits bébés qui, dès la naissance, ont une déficience très très grave de leur système immunitaire, parce qu'il leur manque une catégorie de globules blancs que l'on appelle les lymphocytes T, et en l'absence de traitement, ils meurent d'infection très très vite. Et puis, mais vous voyez aussi, en noir, par ailleurs, ce sont toutes les maladies traitées par la stratégie de thérapie génique ex vivo, et en bleu, thérapie génique in vivo. Donc vous voyez, 2008, amorose, ça c'est une cécité héréditaire, parce qu'il y a un gène défectueux dans la rétine qui fait que la rétine progressivement disparaît, et donc les gens perdent la vue. Il y a des dizaines de maladies génétiques aussi. Pour une d'entre elles aujourd'hui, il y a même un médicament aujourd'hui qui est disponible pour ce faire, on peut traiter cette maladie par thérapie génique et permettre aux gens au minimum de conserver la vue telle qu'elle est, donc de stabiliser la maladie, ce qui est déjà beaucoup, voire d'améliorer la vie. C'est le cas aussi de maladies plus complexes du métabolisme, comme l'adrénoleucodystrophie. C'est le cas de la thalassémie plus bas, de la drépanocytose, qui sont des anémies par défaut de l'hémoglobine dans les globules rouges. On peut traiter les cellules de la moelle osseuse. C'est le cas d'autres maladies, je ne vais pas être trop long, et entre autres les hémophiles. Ça fait 12 maladies, ce qui est très peu par rapport aux 8000 maladies génétiques, mais ceci a été obtenu en 20 ans, donc vous voyez la lenteur de cette procédure, de ces progrès scientifiques. En même temps, ce sont des preuves de principe que ce type de thérapeutique peut être efficace, et on l'espère à l'avenir, pourront être utilisés pour d'autres maladies où cela est un peu plus compliqué. Dans le domaine qui est le mien des déficits immunitaires, voici une des maladies qui a été traitée. Ce schéma vous représente de façon simplifiée ce qui se passe dans notre moelle osseuse, à ne pas confondre avec la moelle épinière. Ce n'est pas le système nerveux, c'est la moelle osseuse au sein de nos os. Nous avons la moelle osseuse, en fait, c'est une usine à fabriquer les cellules du sang. Les globules rouges pour transporter l'hémoglobine, l'oxygène par l'hémoglobine, les globules blancs pour se défendre contre les infections, les plaquettes pour éviter de saigner de façon indéfinie si on se blesse. Donc dans la maladie en question, qui s'appelle un déficit immunitaire combiné sévère dialytique, désolé c'est un peu compliqué, il manque les cellules du haut, les lymphocytes T, j'ai déjà dit un mot, et une autre catégorie de lymphocytes. Le reste fonctionne très très bien. Donc ce que l'on fait, c'est à partir de la moelle osseuse d'un enfant, j'ai un dessin d'un enfant qui a lui-même une thérapie génique, on prélève ces cellules de sa moelle osseuse comme on fait pour les dons de moelle osseuse. Et ces cellules, on va les trier, garder les meilleures, entre guillemets, celles qui sont les plus intéressantes, et on va les infecter avec le vecteur, c'est ici. On va les infecter au laboratoire, et on crée une infection expérimentale, pour de telle manière que le gène entre dans les cellules, et ensuite ces cellules sont réinjectées à l'enfant, elles retournent dans la moelle osseuse, et elles sont susceptibles de donner naissance aux globules. De façon un peu plus détaillée, sur le schéma de droite, vous avez le virus qui rentre dans la cellule en bleu, là c'est le cytoplasme, puis en jaune dans le noyau, et le gène, oui, s'intègre dans un chromosome, c'est tout à l'extrémité droite du schéma de la diapositive, donne naissance à l'ARN messager dont je vous ai parlé au début, qui donne naissance à la protéine, qui va à la surface et qui restaure la fonction. Donc ceci a été fait, et en gros, ce qu'on arrive à obtenir, de façon très schématique, le gène thérapeutique va rentrer dans les cellules souches, donc le petit rectangle bleu image, cela évidemment c'est une simplification, et hop, restaure la production des lymphocytes. Ça a été fait pour plusieurs maladies du système immunitaire. On a 20 ans de recul, les premiers bébés ont été traités il y a 20 ans, ce sont aujourd'hui de jeunes adultes, et ils vont bien, même s'il y a eu aussi des difficultés auxquelles il a été fait allusion. Il y a 3 maladies de ce type soignées à ce jour, ça représente un peu plus de 200 patients dans le monde. On peut dire que c'est très peu, mais c'est quand même évidemment significatif. Et surtout, ce qui est important, c'est que ces résultats sont reproductibles et ont l'air d'être assez stables au cours du temps, donc c'est encourageant et permet d'envisager de traiter d'autres maladies du système immunitaire et d'autres maladies du sang qui concernent la moelle osseuse. Et donc aujourd'hui, il y a toutes les maladies qui sont à droite, en bleu, les déficits immunitaires, et aussi les leucodystrophies, qui sont des maladies du cerveau, mais qui sont liées aux macrophages, à des cellules à moelle osseuse. Et en rouge, en bas, les maladies d'hémoglobine, qui sont relativement fréquentes. La drépanocytose, c'est des millions de personnes en Afrique centrale, mais évidemment, il y a aussi un problème d'accessibilité des traitements. Ce sont des dizaines de milliers de personnes en Europe et aux États-Unis, par exemple. Dans d'autres domaines, je vais passer cela, c'était pour la thalassémie, mais c'est pas grave. Dans l'œil, par exemple, j'ai évoqué le fait qu'on depuis quelques années, il existe une thérapie génique pour une maladie de l'œil, où avec une petite aiguille fine, l'ophtalmologiste va injecter sous la rétine, il fait un petit décollement de rétine,
le virus qui contient le gène thérapeutique, de telle manière que l'on puisse restaurer la vision. C'est ce que montrent ces schémas, je ne vais pas entrer évidemment dans les détails, mais on restaure des signes qui montrent que les gens sont capables de mieux se déplacer, sont moins gênés par leurs troubles de la vision. Et aujourd'hui, ce produit est commercialisé pour l'instant aux États-Unis, ça va venir en Europe aussi, sous le nom de Luxturna. Malheureusement à un prix très élevé, ce qui est une difficulté de ces affaires. Ça, c'est la thérapie génique telle qu'elle existe aujourd'hui, très schématisée. Donc on ajoute une copie d'un gène en bleu, le rectangle bleu, qui vient se rajouter au gène muté. J'ai simplifié ici, il n'y a qu'une seule copie et pas les deux copies qui sont normalement présentes. Et on a un petit bricolage, on a une copie en plus du gène, quelque part dans le génome, c'est pas très bien contrôlé, mais ça permet quand même pour certaines maladies d'être efficace et de faire que les symptômes s'atténuent ou disparaissent. Donc c'est vraiment du bricolage, je vous assure que c'est du bricolage. Souvent je prends l'image, vous allez voir tout de suite que c'est du bricolage. Imaginez votre automobile et demain matin, vous trouvez les deux phares cassés. Elle ne marche plus pour telle ou telle raison. Et vous allez évidemment retourner chez votre garagiste, aller voir votre garagiste pour vous faire réparer les deux phares devant. Et qu'est-ce que va faire le garagiste? Il va vous placer un phare quelque part en arrière au fond du toit. Bon, ça éclaire la route devant, mais vous n'allez pas être totalement satisfait. C'est exactement ce que nous faisons pour l'instant. C'est mieux que pas avoir de phare, mais ça serait mieux de remplacer les deux phares. Alors remplacer les deux phares, ça consiste à faire ça. C'est ce qui est à droite. Donc à gauche, c'est le schéma que je évoquais tout à l'heure. À droite, c'est une situation où en utilisant des enzymes, vous avez probablement entendu parler CRISPR-Cas9, qui sont devenus un sujet d'intérêt médiatique assez justifié par leur capacité de couper l'ADN très très précisément. On crée une cassure dans l'ADN et on apporte une petite séquence. Elle est ici, là-haut. Ça, c'est l'enzyme qui coupe. Ça, c'est la séquence. Il se produit ce qu'on appelle une recombinaison et on reconstitue une séquence normale. Ça, aujourd'hui, c'est un objectif. On ne sait pas le faire chez les malades, mais évidemment, le jour où on saura le faire, ça sera une avancée décisive. C'est assez compliqué, je ne vais pas entrer dans les détails. Mon pronostic, c'est que ça prendra un certain temps avant que ceci soit vraiment efficace et applicable en médecine. Mais sachez que c'est un effort de recherche absolument considérable aujourd'hui dans les laboratoires, donc envisageable, mais pas si simple. Je vais passer ça parce que sinon je vais être trop long. Alors, d'une manière générale, donc cette ingénierie génomique, c'est comme ça qu'on peut l'appeler, cette thérapie génique ciblée, permettrait, avec un système assez universel, pas totalement, il suffit de guider l'enzyme au bon endroit du génome, et ça on peut le faire avec des séquences d'ARN complémentaires. On pourrait corriger des mutations, je viens d'en parler, et éventuellement aussi inactiver des gènes qui sont trop actifs, de façon schématique. Et il y a des exemples auxquels on peut penser, comme l'œstrogenèse imparfaite, une maladie grave de l'os, même si aujourd'hui, encore une fois, ceci n'a pas encore été fait. Je passe là-dessus, on va être trop. Et je voudrais terminer, sauf si vous me dites que je suis trop long, il n'y a pas de souci pour m'arrêter, pour évoquer une question, parce qu'elle est beaucoup débattue dans les médias, sans doute il faut en dire un mot. C'est au-delà de modifier le génome d'un malade pour essayer d'améliorer sa maladie génétique, par ce qu'on appelle une thérapie génique somatique, c'est-à-dire qu'on corrige les cellules de la moelle osseuse, les cellules du foie, pourquoi pas les cellules du muscle, de l'œil, mais évidemment la modification génétique que nous faisons ainsi n'est pas transmise à la descendance. On ne traite que le patient, donc c'est une thérapeutique finalement assez classique qui ne pose pas de problème éthique plus que n'importe quelle recherche médicale, qui pose plein de problèmes éthiques, mais rien de spécifique à la thérapie génique. Mais vous savez qu'il est discuté, il a même été malheureusement pratiqué une fois, une thérapie génique germinale. Cette fois-ci, on va chercher éventuellement à traiter une maladie génétique, voire chercher, pourquoi pas, à améliorer des caractéristiques de l'espèce humaine en modifiant le génome d'un embryon. Si on modifie le génome d'un embryon, les descendants du futur enfant porteront la même modification. Donc on touche au patrimoine génétique de l'humanité, pour dire les choses avec solennité. Donc ça pose évidemment des questions plus grandes. Donc ce qui peut être envisagé, techniquement, je ne suis pas sûr qu'il faille le faire, c'est au stade une cellule, ce qu'on appelle le zygote, produit de la fusion du spermatozoïde et de l'ovocyte, d'apporter un matériel génétique qui va, ce système CRISPR-Cas9 par exemple, couper l'ADN là où on veut que l'insertion se fasse et corriger une anomalie génétique, ou bien modifier telle ou telle propriété du génome, et évidemment ensuite laisser l'embryon se développer. Évidemment ça implique une fécondation in vitro, mais ceci est
en Belgique particulièrement, vous êtes été les pionniers de ce domaine, et ensuite une réimplantation chez la femme de l'embryon. Donc cette affaire-là, pourquoi faire? J'évoque les choses de façon théorique, pensez pas que je suis en accord avec tout ce qui est écrit ici. On peut envisager de corriger une maladie génétique chez un embryon dont on sait qu'il donnerait naissance à un enfant gravement malade, quel que soit le type de maladie. On pourrait envisager de prévenir des risques de maladie, muter des gènes qui sont des facteurs de risque, je ne sais pas, maladie d'Alzheimer ou d'autres choses, voire, certains en parlent, améliorer les performances humaines, avoir un muscle plus fort, etc. etc. C'est comme le début du, n'est-ce pas, du transformisme humain. Donc ça implique, qu'est-ce qu'il faut en penser? Ça implique une fécondation in vitro, j'ai déjà dit, et un diagnostic, pardon pour la faute d'orthographe, préimplantatoire, c'est dans le contexte d'une maladie génétique. Ça veut dire qu'on va générer les embryons d'un couple à risque d'avoir un enfant atteint d'une maladie génétique grave. Ceci se fait aujourd'hui, comme vous le savez sans doute, et aujourd'hui ce qu'on fait, c'est qu'on teste tous les embryons au stade. On règle 8 cellules, on prend une cellule, et on voit si l'embryon est atteint ou pas atteint. S'il n'est pas atteint, il peut être réimplanté, et s'il est atteint, il n'est pas réimplanté. Donc là, l'idée, ce serait de prendre les embryons atteints, de les traiter et de les réimplanter. C'est quand même un peu tordu, même s'il y a quelques situations exceptionnelles où un couple ne peut pas avoir d'enfant bien portant, parce que, par exemple, les deux parents portent tous les deux sur les deux allèles du gène considéré les allèles mutés d'une maladie récessive, où un parent est homozygote pour une maladie dominante, c'est-à-dire à tous les coups, l'enfant sera malade. Mais ce sont des situations absolument exceptionnelles. Et franchement, ça se discute d'aller plus loin. Et on peut envisager évidemment la fécondation in vitro avec don d'ovocytes d'un des parents comme alternative sans recourir à cette espèce de, pour moi, un certain degré de fantasme génétique. La situation actuelle, c'est que ceci est interdit par toute une série de situations de lois. En France, il y a une loi qui a été votée en 1994 qui l'interdit, mais c'est la même chose en Belgique. Il y a beaucoup de réflexions autour de ces questions. Plusieurs conférences ont eu lieu à Washington, puis récemment à Hong Kong. En gros, l'idée générale est au moins d'un moratoire, mais certains quand même réfléchissent à l'idée, pourquoi pas d'un jour, si on réunit les conditions qui permettraient de le faire, d'envisager les thérapies géniques germinales, au moins pour des maladies génétiques graves. À titre personnel, je n'y suis pas favorable. Et comme vous savez, il y a eu une tentative, une expérience malheureuse chinoise, d'un Chinois, qui est une initiative personnelle non contrôlée, mais malheureusement elle a eu lieu, où l'idée était de corriger, de faire en sorte qu'un embryon ne puisse pas être infecté par le virus du sida, parce que le père était infecté, ce qui en plus est complètement aberrant sur le plan médical. Donc c'est éthiquement condamné évidemment par tout le monde, mais ça a quand même eu lieu, ce qui a été un petit électrochoc évidemment pour tout le monde scientifique, mais aussi pour beaucoup simplement de citoyens intéressés à ces questions. Donc l'idée du enhancement, améliorer les performances humaines, ça je lis ici l'avis des académies américaines, en fait il y a une certaine unanimité pour penser que ceci est juste totalement déraisonnable. Et donc finalement, ce qu'on peut penser de ces affaires, c'est sur un plan purement technique, même s'il y a eu beaucoup de progrès, la technique n'est pas complètement au point, y compris dans l'expérience chinoise, il a traité deux jumelles, une des deux jumelles n'a une correction que sur un seul des deux allèles, en plus ce qu'il a fait ne sert à rien pour une des deux petites filles. Donc ce n'est pas complètement au point pour des tas de raisons. On l'a vu, en gros, c'est à peu près inutile, sauf situation rarissime, compte tenu des alternatives possibles. Le caractère, il y a des dangers inconnus, je pense qu'il faut être prudent au minimum, et y compris même pour l'histoire du VIH, où c'est le gène CCR5 qui a été muté. On regarde CCR5, c'est bien pour se protéger du virus du sida, mais ça risque de provoquer d'autres infections virales. Donc, attention, ne pas jouer aux apprentis sorciers. Le caractère illusoire d'améliorer les performances, enfin je n'entre pas dans les détails, il y a un problème fondamental du consentement, puisque la personne potentielle concernée n'est pas en état de donner le consentement, il n'existe pas. Donc il y a un problème éthique absolument majeur, c'est les parents qui donneraient le consentement pour leur enfant qui n'existe pas encore, sans parler de la modification génétique des descendants qui existent encore moins. Donc ça pose de vraies questions très délicates sur le plan éthique. Donc cette affaire, c'est un saut technologique. L'utilisation de ces enzymes sont très intéressantes pour modéliser les maladies, pour la recherche. Peut-être permettront des progrès de la thérapie génique somatique, dont j'ai dit un mot, système qui s'améliore. Quant à la faisabilité des modifications germinales, elle est, je pense, de mon point de vue, d'un intérêt douteux et d'une éthique extrêmement discutable. La toute dernière diapositive, je voudrais conclure, j'espère que je n'ai pas été trop long, pour dire les choses suivantes. Par les travaux de génomique humaine, de l'ensemble des gènes, l'ensemble des génomes,
et l'application en médecine, on peut constater au cours de ces dernières années d'immenses progrès qui sont d'abord fondés sur les progrès technologiques, les capacités très rapides, qui ont augmenté très rapidement de séquençage du génome, à condition qu'on sache interpréter les données. Il y a des applications réelles aujourd'hui en médecine, dans le domaine du diagnostic des maladies héréditaires, j'en ai parlé, pour une mutation germinale, et de certains cancers ont déterminé le type de mutation somatique, cette fois-ci, joue un rôle très important pour le pronostic et les thérapeutiques. Il ne faut pas oublier, quand on pense aux variations de notre génome et aux risques qu'il provoque de survenue de maladie, que ceci dépend beaucoup de notre environnement. Si on a des gènes qui favorisent, pour un exemple, le diabète de type 2 ou l'obésité, tout dépend de ce qu'on va manger. C'est évident. L'environnement, notre comportement, si vous voulez, est absolument essentiel. En termes de thérapeutique, on a vu qu'il y a des débuts d'application, mais on est encore loin du compte. Il y a beaucoup de perspectives, que ce soit avec des médicaments chimiques classiques, avec des biothérapies, c'est-à-dire des substances des protéines recombinantes ou d'autres, et puis en thérapie génique, on est encore au tout début, mais comme vous l'avez vu, il y a quelques résultats qui donnent de l'espoir pour le traitement d'autres maladies, même si ceci va prendre beaucoup de temps. Et pour finir, il y a plein de questions d'éthique. La génomique soulève énormément de questions et il est important, à la mesure du possible, que l'ensemble de la population soit consciente de ces questions, même si ce n'est pas toujours facile, et que des efforts d'éducation soient menés, tant auprès des enfants que des adultes. Juste 4 questions, mais on pourrait citer plus, je m'arrêterai là, je ne vais pas répondre aux questions, bien évidemment. Qui dispose des informations génétiques de la séquence de mon génome? Est-ce que je suis le seul à en disposer? Est-ce que je peux la confier au médecin? Est-ce que je peux la confier à ma famille? Est-ce que je peux, là je caricature, la confier à mon banquier, à mon assureur, etc. Quelle maladie justifierait un dépistage? Jusqu'où peut-on aller? Jusqu'où il faut aller? Quelles applications en conseil génétique? Par exemple, une application possible, potentiellement intéressante, c'est le cycle préconceptionnel. Un couple se forme et est susceptible, chacun des deux parents, de porter une mutation du même gène et donc d'avoir un enfant malade. Donc on peut éventuellement le savoir en séquençant soit certains gènes, soit même plus que certains gènes chez les deux personnes du couple. Ça s'est fait, par exemple, en Sardaigne, en Sardaigne, donc une île de la Méditerranée. Jusqu'à peu, il y avait une fréquence élevée de bêta-thalassémie, donc une forme grave d'anémie. Donc systématiquement, on a proposé aux couples qui se formaient en Sardaigne de savoir s'ils étaient ou non porteurs de la mutation du gène de l'hémoglobine. Et cette pratique a permis de faire disparaître presque complètement les cas de thalassémie en Sardaigne. On peut envisager d'élargir ces applications, mais ça pose aussi des questions éthiques. L'histoire du génome germinal, je ne regarde pas, ça pose des questions encore plus importantes. Et puis il y en a bien d'autres. Je vous remercie.